Il faut que tu fasses le deuil de ton ancienne vie. C'est que après chacun en fait ce qu'il veut de son accident évidemment. Et je pourrais pas te dire que du jour au lendemain j'ai dit bon voilà aujourd'hui c'est bon je vais me bouger les fesses et je vais accepter. Il y a des jours ça me fait chier et il y a des jours où je me dis putain je suis encore là, je peux encore véhiculer tout ce que j'ai envie de véhiculer. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant, au profil et parcours singuliers. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont fait, mais aussi défait, sculpté, aiguillé et parfois même bouleversé. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage, mais les je m'en sortirai jamais, j'ai pas le temps ou je le ferai plus tard ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. Et le quart de siècle de cette semaine s'appelle Martin. Parfois, il y a des événements dans la vie qui nous font faire des virages à 360 degrés. C'est le cas de Martin Petit, où il y a bientôt 2 ans, il a alors 25 ans, et a un accident qui le rend tétraplégique. Comment se relever, comment faire face et arriver à accepter ce nouveau corps, comment apprendre à revivre et avoir des espoirs plus adaptés. Certes, la vie n'est plus la même pour Martin, mais aujourd'hui, il m'accueille à Bordeaux pour échanger sur tout ça avec son éternel humour et tous ses nouveaux projets. Il se raconte. Et en 2018, c'est le chômage pour près d'un jeune sur 4. Fini les rêves. Ils forment un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats? La crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25 ans? Il faut donc se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. Un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Dans quelques minutes, notre train arrivera en gare de Bordeaux-Saint-Jean, son terminus. Avant de nous quitter, veillez à ne rien oublier à bord. Salut Martin. Hello. Alors déjà, je suis super contente de faire cet entretien sous le ciel bleu de Bordeaux. Bah écoute moi aussi ça me fait plaisir. Donc merci d'avoir pris ce temps. Tu es donc un jeune homme de 27 ans, tout Exactement. juste, il me semble. C'est ça. On va parler donc de plein de choses et notamment donc bien sûr aussi de ton accident Voilà. et tout ce qui a fait donc que tu en es arrivé là. T'en parles déjà aussi beaucoup sur les réseaux. Tu es connu sous le nom de El Martecino. Voilà, c'est ça. Et tu as aussi donc ta chaîne YouTube qui s'appelle donc Step by Wheel. C'est ça. Voilà, donc tu es comme le premier youtubeur tétraplégique. Ouais, en tout cas de ce que j'ai vu et de ce que je dis. Après, est-ce que je le suis le premier? Je suis pas sûr, mais... En tout cas, on aime bien dire voilà, que t'es le premier. Voilà. Mais en tout cas, avant d'arriver donc, à forcément ce que tu en es aujourd'hui, et puisque ça fait 1 an et demi, maintenant que ton accident est arrivé, moi j'aimerais savoir que tu me parles de qui était Martin donc pendant ce premier quart de siècle, puisque ça t'est arrivé, tu avais 25 ans. Ouais, c'est ça. Quel genre de personne t'étais, quel style de était personne? Martin? Ouais, j'étais quelqu'un de, je pense, volontaire et comme tu dis, dynamique. J'ai commencé, on va dire, tard le sport. Enfin, tard. J'en ai toujours fait, mais disons que là où je m'y suis vraiment mis, j'avais 22 ans. Et tu t'es mis à fond à ce moment-là? Ouais, je me suis mis à fond. En fait, j'ai découvert la salle de musculation. Donc au début, forcément, on a un peu les a priori de la salle où on n'a pas forcément envie de se mélanger aux garçons qui en font déjà depuis quelques années. Et tu te dis, ouais, t'es un peu ridicule à côté d'eux. Et en fait, non, pas du tout. C'est que j'ai commencé dans une salle de sport à Tours qui s'appelle Sten, où j'ai des très bons amis qui travaillent là-bas, donc on pourra leur faire un coucou à ce moment-là. Hello à eux. Voilà. Hello Anthony, Greg et compagnie. Et du coup, au début, j'ai commencé par beaucoup de cours collectifs, parce que effectivement, j'avais pas trop envie d'aller à la salle. Le côté musculation, et progressivement... C'était pour avoir un corps quand même... tu t'aspirais à avoir un certain corps du coup musclé. Ouais, et puis c'était une façon aussi de faire quelque chose, et comment ça a trop débuté? Je sais que je me suis inscrit avec mon meilleur pote Anthony. Donc au début, on était à fond dedans, on allait à tous les cours, on faisait plein de cours et compagnie, donc c'était vraiment cool. Et puis après, t'aspires un petit peu à autre chose, et ce qui est bien avec les cours collectifs, c'est que t'apprends un peu des mouvements de base, de muscu, et là on a pris l'initiative on a commencé comme tout le monde à regarder des tutos, que ça soit pour n'importe quoi, donc là sur la musculation, etc. Et puis progressivement c'est venu. Et ça a été top parce qu'effectivement le sport, ça m'a permis d'avoir un cadre et d'avoir une certaine rigueur aussi, notamment
vis-à-vis de ma vie en général, parce que avant j'étais un peu un électron libre. Et du coup là ce qui était cool, c'est que ce cadre-là et cette rigueur-là, je l'ai appliqué aussi aux études. Et du coup c'est ce qui m'a permis, je pense, d'en arriver là, parce qu'effectivement tu voulais parler du Martin d'avant. Le Martin d'avant, on va dire qu'au niveau des études c'était pas trop ça. On va dire que... T'étais pas forcément peut-être à fond dedans, quoi. Non, j'étais pas à fond dedans, c'est le moins qu'on puisse dire. J'étais plus là à jouer à la console avec mon frère. Et ouais, j'ai fait... comme tout le monde, j'étais au lycée, j'ai fait un bac économique et social. Sauf que c'était un peu compliqué, donc la seconde ça allait, première un peu moins bien, et terminale, la terminale je l'ai repiqué, tu vois. Parce qu'effectivement, les 2 ou 3 derniers mois de mon lycée, je passais mon temps à jouer à la console sur Halo 3. Ah, il fallait choisir. Et je me couchais tard, j'allais plus en cours, enfin c'était un peu n'importe quoi. En gros, donc j'ai repiqué, et tu vois, genre le bac, on va dire, quand j'ai repiqué, en gros, je l'ai repassé au rattrapage, parce que j'avais eu, je sais plus la note, enfin bref, et en gros, je m'étais retrouvé au rattrapage, donc la 2e année, donc c'est dire à quel point les études c'était pas vraiment fait pour moi. Mais bon, j'ai fini par obtenir mon bac, j'ai pu me prendre, j'ai eu mon bac à 19 ans, donc j'ai pu me prendre un petit appartement, je travaillais à McDo. Et en fait, à la base, je faisais une licence en première année d'AES. Et c'est là où j'ai rencontré mon meilleur pote actuel d'ailleurs. Celui dont je parlais là quand on a commencé la salle de sport. Et donc ça m'a pas vraiment plu. C'était un peu une année de transition. Derrière, j'ai voulu reprendre un BTS en alternance. J'avais besoin de financièrement avoir mon indépendance et pouvoir me payer des études. J'avais trouvé une alternance. Sauf que j'ai fait 1 mois de porte-à-porte où je vendais de l'isolation. Donc clairement, c'est compliqué, ouais, et puis ça me plaisait pas vraiment, en tout cas, cette méthode de vente-là. Et du coup, j'ai arrêté. Donc là, je me suis retrouvé un peu dans la merde, où en gros, j'avais mon appart, mais il fallait que je paye mes factures. Donc j'ai fait des petits boulots d'intérim, machin. Je me suis même retrouvé pendant 1 mois ou 2 où genre je galérais à payer mon loyer, mais vraiment galéré au point où je fumais à l'époque, où j'avais dû même, je crois, arrêter de fumer parce que ça me coûtait trop cher un paquet de cigarettes. Et en fait, cette année-là, mon père avait un centre équestre, et donc il y a un de ses copains qui a aussi un club d'équitation sur Tours, d'où on est originaire. Et l'été, souvent, il descend avec des cavaliers à lui pour se faire des balades sur un week-end. Voilà, ils sont entre copains, un truc hyper convivial. Et en fait, dans ce lot de personnes-là, il y avait une prof, Madame Baudu, qui était prof en fait dans l'école dans laquelle j'ai été après ça. Et en gros, c'est elle qui m'a fait un peu, entre guillemets, rentrer dans une école privée, donc sur Tours, et qui était vraiment super. C'était pas un gros truc, c'était vraiment c'est ça, familial, et je me suis senti bien en fait dans ces études-là de par les profs déjà. Et en fait, tout à l'heure, pareil, je te parlais du sport. Donc je suis arrivé en fait dans une bonne période pour tout en fait. J'ai commencé le sport à ce moment-là, donc je te dis, j'ai eu une certaine rigueur, une certaine... c'est quoi l'autre mot que j'ai employé tout à l'heure ? Je sais plus. Cadre. Voilà, j'ai eu un certain cadre. Et en plus de ça, j'avais des profs qui étaient vraiment super. Et puis bon, j'avais aussi la maturité, peut-être avec les 2 années que j'avais entre guillemets perdues. Un bon terreau pour la suite, tu vois. Ça, je sais que c'est les mots que t'aimes bien, donc je vais essayer de caler des mots sympas, tu vois. Imagé. Non, et du coup, voilà. Et après, donc j'ai fait une licence RDC, donc dans une école pareil sur Tours, pareil, alternance chez Darty. Donc très bonne école, parce que Darty m'a appris beaucoup de choses sur comment travailler, sur moi-même et sur pareil, la volonté d'atteindre des objectifs, parce que j'étais commercial, donc... Et puis après, la suite, c'était que la grande distrib, c'était bien, que je me voyais pas là-dedans, que du coup, je voyais que j'avais beaucoup d'affinités avec le sport, et que de base, je voulais travailler dans quelque chose en tout cas lié autour du sport. Donc j'avais mon ex de l'époque qui était sur Nice, à côté de Nice, et pour la rejoindre, je regardais un petit peu ce qui se faisait là-bas, et j'ai vu qu'il y avait un master qui me plaisait, et du coup j'ai passé les concours le score IAE, et là figure-toi que le score que j'ai eu n'était apparemment pas suffisant parce qu'il m'avait refusé à Nice en master 1, donc en management du sport, parce que je me dirigeais, comme je te dis, dans un truc un peu plus sportif.
Et au final, j'avais déjà correspondu avec le responsable du master plusieurs fois. Enfin, quand j'ai eu en fait le refus, je lui ai envoyé un mail ou je sais plus comment j'ai réussi à le contacter. Et je lui ai dit que je comprenais pas, que j'avais un bon score, etc. Et en fait, je l'ai eu pendant, je sais plus, 30 minutes, 40 minutes, alors que je me souviens, j'étais au travail, je m'étais mis dans la salle de pause. C'était un peu mon avenir qui était en jeu, tu vois. Donc, je l'ai eu au téléphone, il me dit, bon, faudrait qu'on se rencontre. Il m'avait reproché en fait qu'à la base, mon profil, en gros, j'avais pas travaillé dans quelque chose en lien avec le sport. Et c'est là où je lui ai expliqué que, peut-être, mais qu'en gros, moi j'avais pris un peu ce qui venait à moi, que c'était compliqué pour moi d'avoir repris mes études, qu'il fallait que je trouve une alternance, que l'alternance qui s'était offerte à moi c'était Darty, et que j'avais pas le choix en fait, je devais. Oui, parce qu'à chaque fois on nous demande en fait, il faut de l'expérience dans telle chose, Ouais. mais on nous veut pas tant Ouais, qu'on n'a pas d'expérience. Donc, je lui ai fait comprendre que j'étais ultra motivé et que, enfin voilà, après à partir du moment où je pense que t'as un cerveau à peu près bien fait, tu peux travailler un peu dans tous les domaines. Il m'a dit, écoute, ce qui serait bien c'est qu'on se voit. Donc je me souviens, j'étais encore chez Darty, donc fallait que je m'organise pour t'es aller. jusqu'à Nice. Ouais, j'ai sur un jour et demi, 2 jours. Et puis voilà, donc je m'étais retrouvé à Nice à faire mon entretien avec donc Monsieur Huron qui était le responsable du Master 1. Et il a finalement accepté, donc je me suis retrouvé là-bas. Et donc j'ai fait mon année d'études à Nice. Et donc déjà quand même assez dingue. Enfin là, du coup tu dis ça en une seconde, c'est clair qu'il t'a pris, mais c'est quand même... Ouais, j'ai un parcours pas linéaire comme tout le monde. Mais ce qui au final reflète beaucoup de parcours aussi, hein. Il y a beaucoup de gens qui passent par différentes étapes et toi tu t'es battu aussi je pense pour la preuve, t'es allé jusqu'à là-bas aussi pour lui prouver que t'en étais capable. Ouais, pour me prouver à moi-même et puis j'avais envie d'avancer et puis d'aller là où j'avais envie, donc je me suis donné les moyens. Donc à ce moment-là, t'es donc en management de sport. Ouais. Et c'est quoi donc tes envies? T'as envie d'évoluer comme tu dis dans le sport, mais idéalement... Idéalement en fait j'avais trouvé, disons que j'aurais aimé travailler il y avait une salle de sport sur la Côte d'Azur, mais ouais j'aurais bien aimé travailler en tout cas dans le marketing, tu vois, ou la com, pour une boîte qui a des salles de sport, un truc dans le genre, tu vois. Parce que moi j'aspirais à pas mal de choses, à la photo, à la vidéo, je me voyais bien travailler là-dedans et puis ça s'est pas passé comme prévu. Voilà, parce qu'en tout cas, donc c'est à la fin de ta première année de master, c'est les vacances, il fait beau, il fait chaud. Ouais. Et il y a ce fameux, donc le 21 août 2017. Exactement. Ouais. Alors, t'en parleras mieux que moi. Ouais, j'en parlerai mieux que toi, c'est sûr. Mais non, en plus, trop bien, c'était les vacances trop stylées dans le sens où je crois que j'avais 1 mois et demi, 2 mois de vacances, enfin le truc. Après avoir fait 3 ans d'alternance ou puis des années de galère, machin, j'ai vu sur la Côte d'Azur. Après tout ça, quoi, après tout ce que tu viens de dire. Ouais, et puis c'était pas dégueu comme cadre, donc ouais, je me suis dit, bon, ça va être top, je vais pouvoir profiter un peu de tout ça, d'aller voir mon père dans les Landes, ma mère surtout, enfin tu sais, vraiment un peu vadrouiller. Et voilà, et effectivement, le fin août, donc juste avant de partir en Espagne, justement, avec mes meilleurs potes, j'ai eu un accident tout bête où en gros j'ai été voir des copains à la plage, un couple d'amis, parce que j'avais besoin de me changer les idées à ce moment-là et effectivement fin de journée il faisait l'été quoi, à Osgore, il faisait beau, il faisait chaud et là en fait il faisait grave chaud, je me dis bon les gars vas-y je vais me baquer une dernière fois, je sais pas il devait être 17h30, 18h. Et je commence à trottiner le long de la mer. Et là, en fait, je plonge. Mais vraiment comme si je plongeais normalement. Et à aucun moment, je me suis dit je vais plonger alors que je suis en bord de mer. Tu vois, enfin, genre, j'ai pas tilté. Mais c'est aussi le résultat d'un état où j'étais pas forcément très alerte à ce moment-là. Et pas très vigilant. Un peu dans mes pensées. Et du coup, effectivement, j'ai plongé. Et voilà, précisons que c'est pas lié, comme tu dis, c'est pas forcément lié à l'alcool ou quoi. Non, il n'y avait rien de tout ça. Contrairement à ce qui peut être dit dans peut-être certains journaux ou ce que certaines personnes ont pu penser ou que je l'ai provoqué. Je l'ai pas du tout provoqué dans le sens où... C'est un accident bête. C'est un accident bête et que, tu vois, genre, dans les journaux, ils parlaient de shore break, etc. Tu sais, les vagues qui se cassent en bord de mer. Et en fait, t'as des gens qui ont tendance à plonger dedans. Sauf que quand tu plonges dans le shore break, t'as en gros, t'as pas de fond. Donc tu peux te taper la tête au même titre que moi, je me suis tapé la tête. Sauf que là, en l'occurrence, il n'y avait pas de vague. C'est juste, c'était la conséquence d'un moment de ma vie où j'étais pas forcément très très bien.
Mais c'est d'ailleurs pour cette raison où j'avais été me changer un peu les idées. Et puis l'accident bête quoi, c'est-à-dire que j'ai plongé, pas de fond, donc je me souviens ma tête a tapé. Donc là tu vois j'en parlais tout à l'heure quand j'étais prendre un brunch avec un autre tétra que j'ai rencontré pareil sur les réseaux sociaux, avec qui j'étais juste avant l'interview et lui en fait il m'a remis en tête des choses que moi j'avais oubliées, où il me dit moi il a eu cette sensation là, et en fait j'ai eu la même, c'est-à-dire qu'en gros quand j'ai plongé, je me souviens d'un espèce, et toi ça je m'en souvenais pas avant tout à l'heure là. Ouais. Parce que tu sais, je suis pas là à me remettre l'accident en tête tous les jours, tu vois. Puis ouais, il y a des choses. Tu veux oublier aussi, peut-être. Ouais, pas forcément, mais parce que je trouve que c'est bien de pas oublier pour justement mieux en parler. Mais c'est juste que, tu sais, ça fait plus partie de l'actualité, et puis ça s'est passé en c'est une demi-seconde de. Enfin voilà, ça s'est passé tellement vite, c'est des choses sur une vie, ça représente rien, tu vois, l'accident lui-même. Ça représente tellement. Bah ouais, voilà, exactement, et du coup, donc, cette espèce d'acouphène dans les oreilles, c'est une espèce de... Et en fait, j'ai une demi-seconde d'absence, une seconde d'absence, et là, je reprends mes esprits, et là, je vois que je suis dans l'eau, tu vois, donc au début, je calcule pas trop, et là, je sens que je peux plus du tout bouger, et tu vois, j'ai même plus le souvenir si je pouvais bouger les bras à l'époque. Parce que oui, la tétraplégie, c'est pas que des gens qui bougent que le cou, il y a aussi différents niveaux de lésions, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler aussi. Et effectivement, moi j'ai une certaine mobilité du haut qui est plutôt pas mal. Pas actuellement, mais peut-être sur le moment, ça l'était pas. Et sur le moment, voilà, je me souviens pas du tout si je pouvais bouger les bras. Je sais que j'essaie de bouger la tête, parce que forcément, là, je me retrouve dans l'eau. Et puis là, t'as un peu comme la vision, tu sais, des GoPro quand les mecs se filment en VTT, où tu vois, quand ils font des descentes, par exemple. Et moi, j'avais la même vision, mais avec mes bras dans l'eau qui flottent. Donc je pense que effectivement, je l'ai bougé, à mon avis, pas très bien à ce moment-là. Et là, je me dis merde. Là, je me dis, mec, t'es quand même dans la merde. Et ouais, je suis resté, je sais pas, 5 secondes, 1 minute, je sais pas. De toute façon, c'était même moins, mais le temps m'a paru tellement long. Et du coup, effectivement, j'ai eu 2 pensées. En fait, mon père est avec ma belle-mère depuis des années. Enfin, c'est comme ma maman, tu vois. Et donc, elle avait 3 fils, dont un qui est en fait décédé. Un peu de la même manière que moi, dans le sens où lui était sur un bateau, et donc lui, malheureusement, il est tombé dans l'eau, on n'a jamais retrouvé le corps, donc en Californie, à Santa Barbara, et je me suis dit, putain, je vais finir pareil, tu vois. En fait, ouais, c'est le premier truc qui m'est venu, et puis après, le deuxième truc, je me suis dit, ouais, c'est la fin, tu vois. Ça allait mieux après ça. Quand je vais avoir passé la période de l'accident, ça va être passé. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est bizarre parce que normalement j'ai beaucoup plus de facilité à en parler, tu vois. Parce que moi je sais que, entre guillemets, bon là c'est sûr, en montant comme ça, on dirait pas, mais je pense que j'ai la force d'avancer et que du coup je replonge des gens dans des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de revivre, tu vois. Et tu vois, moi en fait je suis plus triste, c'est pour eux que pour moi, tu vois. Ouais, mais parce que je pense que tu te remets dans la situation où à ce moment-là, ouais. tu savais pas tout ce qu'il allait avoir après aussi. Et ouais. même pour eux, savaient pas tout ce qu'il allait avoir pour toi, donc ils étaient dans une forme d'inquiétude. Non, mais c'est sûr. Et donc, bref, pour revenir à l'accident, mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que l'accident en soi, je peux en parler comme ça en rigolant, je m'en fiche. C'est plus tous les autres trucs à côté, tu vois. Mais c'est ça en fait, le principe, c'est que ça c'est qu'un fait en fait, l'accident, c'est que ça a plein de conséquences. Ouais, ça a plein de conséquences, ça fait ça ravive peut-être des douleurs que j'avais pas envie de raviver chez les autres. Et donc, pour revenir à l'accident, donc là je me retrouve dans l'eau, les bras qui bougent plus. Enfin, les bras qui bougent plus, je te dis là, j'ai la vision de mes bras qui flottent. Et là, le temps m'a paru interminable. Et heureusement, en fait, j'ai mon pote Costa, donc qui m'a vu. Mais il s'appelle Costa, oui. Costa Merveille. Hello Costa. Ouais. Et en fait. Qui t'a vu en fait. Je pense que. En fait, de ce qu'il m'a raconté. C'est trop rigolo parce qu'en gros, il était avec sa copine donc avec Sharon, donc pareil, coucou Sharon. Et c'est dédicace à tout le monde. Ah je vais en avoir des dédicaces, hein, parce qu'il y a eu du monde. Hein.
Mais non, du coup, ouais, ils étaient sur la serviette et je sais plus, je crois que Sharon a dit à Costa, elle lui dit ouais, Martin il fait quoi? Non, 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 c'est l'inverse, c'est Costa qui dit à Sharon, ouais, Martin il fait quoi dans l'eau? C'est bizarre et tout. Et Sharon elle lui dit, bah rien, tu sais, il doit faire un peu comme les surfeurs, parce que les deux sont surfeurs. Et tu sais, genre, souvent les surfeurs ils se mettent dans l'eau et puis ils se laissent un peu flotter. Et, euh, et elle en fait a pensé que je faisais ça. Et lui, je pense qu'il a, ben, lui, un bon réflexe, c'est il a vu à mon avis qu'il y a un truc qui allait pas. Et donc là, heureusement, à un moment, j'arrive à sortir la tête. Je commence à faire. Je voulais sortir le mot le plus rapide pour qu'on m'entende, donc c'était help à ce moment-là. Donc je fais help, help, et là, ploup, je me retrouve la tête dans l'eau, je me retrouve à boire la tasse encore, encore et encore. Et parce que, ouais, effectivement, je commençais à me noyer. Bah, il me sort de l'eau, et là, le premier truc que je lui dis, bah, j'ai pas pu lui dire, parce qu'au même moment, t'as une vague qui arrive, je me la prends dans la gueule, je me souviens. Du coup, il me ressort et je dis, ouais, je sens plus mes jambes, et tout. Et là, je sais plus, il me dit, arrête, t'inquiète, ça va aller. Et en gros, il m'allonge sur la plage. Là, au même moment, t'as un médecin qui s'appelle Pierre. Bonjour Pierre, dédicace. Bonjour Pierre. Et en fait, c'était un médecin qui était. Qui pose un diagnostic en fait. En fait, il pose le diagnostic tout de suite. Il me dit, là, je te pince ou je te touche. Et en fait, bah, moi, je faisais pas la distinction. Et donc, bon, ça pareil, on aura l'occasion d'en reparler, mais moi j'ai encore la sensation, même maintenant, et je l'avais le jour de l'accident, parce que tu as différentes formes de lésions à la moelle épinière, tu peux être complet ou incomplet. Donc, complet, tu plus de sensation, plus de moteur, et moi je suis incomplet, donc j'ai encore la sensation, j'ai eu des légères récupérations. Et donc, du coup, j'avais la sensation à ce moment-là, donc il me fait le diagnostic, et je pense qu'il il avait compris que c'était grave, et au début. Même je me souviens, il m'avait dit un truc du genre ouais, des fois ça peut être le choc, ça peut revenir. Et, et moi je pensais que ça allait revenir et tout, et en fait c'était hyper compliqué. Et là, bah là c'est là où ça commence à être le bordel. Parce que là en gros. À partir de là, tout va très vite aussi. Ouais, là tout a été très très vite. Là j'ai bah, tous les secours qui arrivent, etc. T'as un hélico qui a atterri sur la plage pour me transporter. Je me souviens, ils me mettent une bâche sur la gueule, je me prenais tout le sable. Parce que forcément, les hélices, quand t'es près du sable, bah voilà, ça dégage un peu le sable de partout. Donc bah, je me prends tout ça. Tout le monde s'occupe de moi. Et j'ai mon pote et sa copine qui sont là. Du coup, bah, je suis héliporté à Bayonne. Donc eux, ils préviennent mes parents, tout ça. Et là, bah en fait, je me souviens de tout, sauf je me souviens jusqu'à temps d'être monté dans l'hélico. Et encore dans l'hélico, je me souviens juste avoir dit à l'urgentiste, c'était une nana, je me souviens. Et il faisait grand ciel bleu, j'avais le soleil dans la gueule, c'était bien relou. Ils auraient pu me mettre des lunettes de soleil, ces enfoirés. Tu te rappelles de détails quand même. Non, je rigole. Mais non, après, oui, l'urgentiste, et là, je me souviens qu'il commence à péter un câble parce que, bah, effectivement, je bougeais plus rien. Et là, je dis. À l'urgentiste, je dis ouais non, je veux pas finir tétraplégique. Tu étais conscient en fait Ouais, de ce qui t'arrivait là. J'étais conscient et là j'ai commencé à péter un plomb. Et après je me souviens d'être atterri, et après c'est un peu. Après j'ai des images mais c'est des flashs tu vois. J'ai des images et après je me souviens vite fait bah, quand ils me font une espèce enfin c'était un IRM, c'était pas une espèce, c'était un IRM. Le bruit est assez. Ouais, le bruit était hyper assourdissant. Je sais que j'ai fait comment on appelle ça? Une bradycardie je crois. Donc mon cœur il commençait à descendre de ouf. Donc là ils ont commencé à me balancer des trucs à mon avis plutôt cool dans le corps. Et du coup ouais, je sais que j'ai des flashs où je me vois dans l'IRM avec le pam de l'IRM, c'est un bruit hyper assourdissant. Donc je me retrouve là-dedans, c'est un peu. Faut pas être claustro là-dedans. Ouais, t'as des flashs où c'est bah, comme son nom l'indique, toi c'est hyper flou, tu te fais une image de choses qui en fait c'est pas la réalité. T'as des bribes de tout ça. Ouais. Mais bon en fait il faut savoir que les heures qui précèdent l'opération, vu que tu sais t'as vu que t'as l'anesthésie, les infirmières en fait qui étaient là aussi pareil bah, le jour de l'accident quand t'avais les infirmières du bloc, elles étaient venues me voir quand j'étais sorti 3 semaines après l'ARIA. J'étais dans une chambre de neurochir là à Bayonne
elle m'avait expliqué ça, qu'en gros, les heures qui précèdent l'opération, vu que t'es anesthésié, etc., bah, souvent, tu te souviens pas trop. Et donc, bah, je me souvenais plus de grand-chose, quoi. Mais du coup, tu te réveilles, Ouais. et là, c'est quoi en fait les Bah, disons que... choses qui te traversent en fait? Ouais, c'est un peu... Pareil, tu te réveilles pas comme ça du direct. Et je pourrais même pas te dire exactement à quel moment je me suis réveillé, tu vois. Je sais que... Bah, après, c'est un peu ce que tout le monde m'a raconté, parce que ma belle-mère était venue. Bah, même Costa et Sharon, ils étaient venus dans la chambre. Et je m'en souviens pas, tu vois. Et je me souviens aussi que j'avais ce que je te disais tout à l'heure, j'avais une peluche qui était chez moi. Et là, je la vois dans le lit, et puis je sais pas, j'ai dû me rendormir. Et puis tu sais, après, t'es un peu dans... T'es dans une espèce de... Ouais, T'hallucines un peu? pas d'hallucination, mais dans un truc un peu somatique, tu vois, où t'es complètement... Ouais, tu sais pas ce qui est le vrai du faux, tu vois. Genre, t'as pas trop encore conscience de ce qui t'arrive. Parce que j'ai quand même mis, ouais, 2-3 jours à émerger. De tout ce qui m'avait injecté, le post-opération. Et en fait, il y avait des trucs où je dis, mais qu'est-ce que ça rentre dans mon lit, ça? C'est censé être là-bas. Je dis, qu'est-ce que ça fout ici? Donc je me suis pas vraiment réveillé, tu sais, à proprement parler, voilà, d'un coup. Ça a Ou été alors du moins... ça a été un peu progressif. Par contre, ouais, je me souviens là où j'ai commencé à prendre conscience, où effectivement, je bougeais plus. C'est ça en fait, à partir du moment où t'as compris vraiment ce qui t'est arrivé. Parce qu'autant peut-être te réveiller, c'était pas ce mot-là, mais... En fait, je pense que j'aurais dû l'écrire à ce moment-là, parce que c'est vrai que se replonger dans les trucs où ça fait 1 an et demi, et toi, c'est ça qui est bien d'en parler, c'est de se remettre un peu dedans, mais j'ai pas vraiment de... Enfin, du moins, en tout cas, ça t'a pas fait un électrochoc. Parce que sinon, ça t'aurait marqué comme certains détails qui te marquent aussi. Non, parce que tu prends conscience progressivement de ce qui t'arrive. Après, je savais que voilà, j'étais paralysé, je savais pas comment réagir au truc. Et je me souviens qu'en fait, ce qui me faisait le plus mal, physiquement en tout cas à ce moment-là, c'est quand je t'avais vu au téléphone, c'est que j'étais intubé. Donc intubation, t'as un ballonnet dans la gorge qui t'écrase les cordes vocales, tu peux pas avaler, donc t'es intubé avec une machine qui te fait respirer artificiellement. T'as une sonde gastrique, donc tu manges pas. T'as une sonde pareil pour boire, enfin entre guillemets boire, mais tu bois pas, enfin genre c'est le truc vraiment... T'es piqué de tous les côtés, quoi. Déjà t'as ça, et effectivement t'avais tout l'à côté où t'es branché de partout, quoi. Genre tes veines... Enfin, genre, t'as des cathéters partout, t'es branché de partout, ils analysent... Enfin, si, c'est pas qu'ils analysent, mais ils suivent tes constantes, ce qu'ils appellent les constantes, donc ton cœur, tout ce qui est souffle, enfin, tout ce qui est oxygénation, etc. Enfin, je sais même plus trop exactement ce qu'il en était. Faudrait que je refasse un petit stage en réanimation pour me remettre dedans, tu vois. Et du coup, donc, par contre, ce que je me souviens, c'est la première fois où c'était une interne, une médecin, je sais plus comment ça s'appelait, sinon je leur aurais fait une dédicace aussi. Enfin bref, je me souviens plus exactement. Et au final, effectivement, elle vient me voir, elle me dit, puis là, elle m'annonce qu'en gros, je suis tétraplégique, nanana. Et ça, je m'en souviens, ça m'a marqué. Et je me souviens que le premier truc que je lui ai dit, donc pareil, c'est pas le genre de truc qui va faire plaisir à mes gens proches, tu vois, mais le premier truc qui m'est venu à l'esprit, qui m'est venu à l'esprit et que j'ai dit comme phrase, c'est euthanasiez-moi, tu vois. Parce que je me voyais pas vivre. Et tu rigolais pas? À ce moment-là, pas trop, non. Et puis la douleur, enfin franchement, toi même la décrire, je pense que c'est pas, tu peux pas la décrire et même, tu vois, même en y repensant, je pense que je peux même pas la revivre intellectuellement, tu vois, dans le sens où c'est vraiment un truc, physiquement tu prends trop cher, puis tu sais c'est hyper bizarre qu'une machine te fasse respirer, c'est pas naturel, c'est elle qui gonfle tes poumons, c'est elle qui te fait extuber, enfin c'est elle qui te fait expirer, pardon. Et du coup, c'est pas du tout naturel, c'est hyper perturbant. Pareil, tu vois, j'arrivais pas à dormir, parce que je me dis, ouais, si je m'endors, est-ce que je vais me réveiller, tu vois. Enfin, c'est des trucs un peu... Puis t'es faible, enfin, ouais. Tu perds des kilos, je suppose, puisque t'es alimenté, mais il y a un côté où t'es dis-toi très faible. Ouais, j'étais hyper sportive, donc en plus l'été, j'avais bien préparé ma shape de l'été, tu vois.
Et effectivement, bah, je fais 1m80 pour 75 kg, 76 kg à l'époque où, bah, voilà, très muscu, donc forcément, Ça pèse. voilà, pèse dans le game. Non, mais tu vois, j'étais très athlétique. Oui, forcément. Et là, ouais, en 3 semaines de temps, alité comme ça, sans bouger, et puis bah, effectivement, nourri avec ces choses-là, bah, j'ai perdu 10 kilos en 3 semaines, quoi. Donc c'était énorme, quoi. Je faisais 66 kilos, enfin, j'ai tout perdu, quoi. Donc, commence en fait, voilà, enfin, c'est Commence. arrivé, tu comprends ce qui t'arrive. Mhm. Comment tu fais là, à ce moment-là? Comment je fais? Bah écoute, Enfin, quelles sont les étapes, du moins, à franchir, puisque je suppose que tu, après, vas dans un centre. ouais, ça c'est un peu après, mais après, ouais, t'as eu toute la période de réanimation. Donc déjà, où la première étape, c'était d'être extubé. Et là, bah pareil, quand ils te retirent le tube... Ah, par contre, parce que le truc, c'est que je pouvais pas parler, tu vois. Pendant 11 jours, j'ai pas pu parler, parce que mes cordes vocales étaient écrasées, donc je parlais comme ça et tout, tu vois. Et encore, là, on dirait que c'est bien. Mais enfin, vraiment, on n'entendait quasiment pas. C'était limite, on devait lire sur mes lèvres, tu vois. Et donc, t'avais Anne-Laure et Amandine. Donc, coucou Anne-Laure et Amandine. Coucou. Surtout Anne-Laure, qui était la traductrice officielle pour ma mère, parce que elle arrivait à lire sur mes lèvres. Et tu sais, en fait, vu que je fatiguais énormément, parce qu'en fait, quand t'es en réanimation, t'as droit à 2 heures de visite par jour. Et en fait, le truc, c'est que j'étais hyper fatigué, parce que je dormais pas, en fait. Je dormais pas et j'attendais ce moment avec impatience, mais à la fois, je fatiguais ultra vite, parce que bah, t'as tous mes potes qui ont défilé à ce moment-là pour venir me voir. Et puis c'est même moi, tu vois, quand eux m'en parlent maintenant, où c'est moi qui les mettais à l'aise. Tu vois, je leur faisais un sourire, ou... Enfin, Oui, parce que tu pouvais pas parler, comme tu dis. Donc, non, je pouvais pas parler. Hein. Et après, donc je suis resté... bah, j'attendais une place qui se libère dans le service à l'étage. Parce qu'en réanimation, une fois que j'ai été extubé, bon, je suis resté... en gros, tu restes quelques jours, et puis après, tu peux, voilà, reprendre le cours de ta vie, entre guillemets, tu vois. Parce que bon, ça, c'est vraiment le truc à passer, le plus difficile, en tout cas, à ce moment-là, physiquement. Et merde, qu'est-ce que je voulais dire? bah, du coup, tu te détubé, enfin, je peux Voilà, extubé. extubé. Donc là, grand moment, ça c'est un des meilleurs moments de toute ma vie. À la fois, c'est horrible parce que ça fait trop mal. Et mais à la fois, genre, c'est une délivrance parce que là, tu peux respirer normalement. Et là, genre, je peux dire, t'en prends plein les poumons, tu vois. Genre, tu dis, putain, qu'est-ce que c'est bon de respirer. Comme si tu renaissais, en fait. Ah ouais, c'est exactement ça. Deuxième fois. Et là, par contre, là, c'est le Martin un peu joyeux et fanfaron Qui ressurgit. qui ressurgit exactement, chercher le mot. Et là, j'ai pas arrêté de raconter des conneries, mais tout le temps. Et en fait, bah, c'était assez rigolo parce que la réanimation, c'est vrai que c'est un service qui est hyper particulier, qui est hyper difficile. Et bah, j'étais un des seuls à ce moment-là, bah, voilà, qui était entre guillemets sorti d'affaires. Je me retrouve où je peux parler ou échanger avec les soignants, etc. Et là, bah, j'ai commencé à raconter des conneries. Et puis au final, toi, c'était un moment horrible, mais à la fois, j'ai tapé des barres, tu vois, je tapais trop des barres de rire avec des soignants. Tu compensais aussi peut-être par l'humour. Ouais, bon, j'ai toujours été comme ça, déjà je me cache beaucoup derrière l'humour. Je sais qu'au final j'ai ri, je sais que tu vois, genre la première fois que je suis sorti de la salle, de ma chambre de réa, je suis resté 3 semaines, où ma seule occupation c'était de regarder l'heure tourner, j'avais une horloge en face de moi. Donc autant dire que tu trouves le temps très long. Et en fait ils avaient fait une espèce, entre guillemets, de dérogation où la médecin avait autorisé à ce que je sorte de la chambre parce qu'en plus je commençais à être débranché de partout. Donc c'était cool. Et en fait, il m'avait mis sur une espèce de chaise et il m'avait fait le tour du service, l'infirmier de nuit. Et genre, c'était un moment magique, tu vois, parce que c'est le moment où je sors, où tu vois, il m'a juste mis à la fenêtre un truc où ils allaient fumer eux, tu vois. Bon, j'ai pas fumé à ce moment-là. je pense que c'était pas trop le moment. Mais. Oui, mais t'avais pas pris, on va dire, l'air depuis des semaines, quoi. Depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines, j'étais dans la même pièce. 3 semaines dans une même pièce à regarder l'heure, je peux dire que tu te fais un peu chier, tu vois. Et voilà, et puis après, bah, ils sont suivis effectivement que j'étais dans un centre de rééducation temporairement à Cambo-les-Bains. T'es resté combien de temps en tout là-bas? À l'hôpital. Hôpital ou centre Centre, enfin, juste avoir une idée de combien de temps à peu près. Bah, j'ai fait 1 mois à l'hôpital, j'ai fait 2 mois à Cambo-les-Bains, et après en fait j'ai été dans un autre centre, donc à Bruges à côté de Bordeaux, donc pas en Belgique, hein, où je suis resté 8 ou 9 mois, enfin bref, ouais, 8 mois à Gassy, pardon.
Et du coup, ouais, ça a fait à peu près 11 mois en tout avec l'accident. Ok, Avant de sortir, d'avoir... ok. Parce que quand t'arrives donc, ou du moins quand c'est fini en tout cas ce stade d'hospitalisation, est-ce que toi, en plus il y a d'autres histoires, hein, un peu, moi je pense direct aussi à Grand Corps Malade, des histoires Ouais. très connues. Mhm. Est-ce que toi forcément on te met dans une certaine optique, est-ce que vous allez peut-être au marché, Martin, comment en fait Alors, il s'est passé que déjà très vite, donc j'ai le neurorééducateur de Cambo-les-Bains qui s'appelle Monsieur Béguet. Bonjour Monsieur Béguet. Et donc effectivement, qui était un peu le référent sur la région quand tu avais un accident de ce type-là. Et en gros, donc il est venu me voir et en gros, c'est là où j'ai commencé à apprendre un peu tout par rapport à la pathologie. Où en fait, selon son niveau de lésion, on peut bouger tel ou tel truc. Et en fait, lui, il me faisait bouger ça et en gros, ça correspondait à tel niveau de lésion. Et, Oui, parce que et en gros, parce que ça tu l'expliques très bien, c'est dans une de tes vidéos que j'invite tout le monde à aller voir, mais toi on t'a souvent critiqué et dit qu'en fait tu n'étais pas tétraplégique. critiquer, je sais pas, c'est surtout... Enfin critiqué, on t'a... Ouais, c'est surtout de l'ignorance en fait. Et que maintenant, au lieu de m'expliquer, on va dire individuellement, quand les gens ils disent que je le suis pas, j'ai fait une vidéo, j'ai un lien, je leur colle, et puis ils se démerdent avec ça, tu vois. Et puis s'ils sont curieux, tant mieux, et s'ils le font pas, ils sont bêtes, et puis ils le resteront, et puis ça changera pas la face du monde. Hein. Mais non, et effectivement, tu parlais de Grand Corps Malade, récupération, tout ça. Au début, en fait, tu peux vraiment pas te prononcer, donc c'est pour ça qu'une personne à qui ça arrive, faut pas lâcher les bras, dans le sens où tout le monde est différent, tout le monde récupère différemment. Ça prendra énormément de temps, mais au début, tu peux pas te prononcer, donc le choc est tel qu'effectivement, t'as pas envie d'accepter ça, mais au final, tu l'acceptes par le temps et surtout, voilà, t'as pas le choix. Et effectivement, tu vois, genre, les histoires qui font un peu rêver, comme celle de Grand Corps Malade. Dès que j'ai eu mon accident, le premier truc que j'ai fait, j'ai eu son livre dans les mains et genre, j'ai lu le livre en un jour ou deux parce que, en fait, tu cherches tellement de réponses à ce qui t'arrive et tu te dis, enfin, moi, je sais qu'au début, j'étais hyper déter, hein, je dis, moi, je suis déterminé comme dans le sport, je vais récupérer et ça sera pas autrement. Et au final, c'est un peu plus compliqué que ça. Et surtout que moi, j'ai pas eu de récupération. Vraiment, j'ai eu de la récup, mais je peux pas appeler ça de la récup. Hein. C'est du bonus, c'est bien, tu vois, tant mieux, j'ai des petites contractions à droite à gauche, mais ça me sert pas. Et ça, c'est un des trucs les plus durs, c'est qu'effectivement, au début, tu te persuades que tu vas récupérer. Pendant 4 mois à peu près, pendant 4-5 mois, où t'espères. je me persuade que je vais récupérer, puis j'ai des trucs qui se contractent, donc je me dis c'est pas possible. Je dis pourquoi j'arrive à bouger mon doigt de pied et genre ça va revenir, tu vois, c'est sûr. Et en fait, à cette période-là, et puis c'est une période, les fêtes, les machins, mon anniversaire, enfin, vraiment une période très délicate. Donc là, tu te replonges dans des pensées un peu pas cool. Ouais, Tu te remets en question peut-être aussi. Tu prends en fait le contre-coup de ce qui t'arrive et tu te dis là ça va être chaud, ça va être très chaud et en fait là t'as une période où t'es pas là de dire ouais je vais rebondir, t'es dans une période où là tu vas subir. Alors là c'est vraiment où, on va dire que de janvier à mars j'ai subi en plus 2018 du coup. Ouais c'est ça et en fait effectivement j'ai eu des petits problèmes de santé qui ont fait que je pouvais pas en plus rentrer le week-end chez moi, donc c'était un peu compliqué, machin. Donc c'est-à-dire que je suis resté quasiment 7 mois dans un centre de rééducation où il se passe pas grand-chose malheureusement. Et là, ouais, c'était compliqué à ce moment-là. Et effectivement, comme je te dis, je me suis un peu pris le contre-coup de tout ça quelques mois après. Et là, c'est plus, là, tu subis plus que tu n'as envie de rebondir. Et après, il y a un peu le temps qui fait les choses. Et ce qui a fait peut-être que j'en suis là aussi et c'est pour ça que c'est important que je le mentionne. J'ai eu beaucoup de soutien sur les réseaux et je pense que... C'est ce que j'allais te dire, je pense qu'au niveau du soutien, que ce soit même au-delà de ta communauté. Hein. Ah non, c'est sûr. Mais disons qu'effectivement, dans ces moments-là, effectivement, ta famille, c'est primordial, tes amis, c'est primordial. Mais le fait de se sentir en plus soutenu par tout un tas d'inconnus, plein de gens qui t'envoient plein de messages positifs, plein de messages tu vas réussir, ceci, cela, qui t'envoient vraiment que des bonnes ondes, je pense que ça m'a un peu porté. Et ça a un peu nourri mon ego que j'avais déjà un bon ego et ça a continué à le nourrir. Et du coup, en fait, je me suis persuadé que j'allais réussir. Et
Et c'est peut-être là qu'a fait que, tu vois, progressivement, j'ai réussi peut-être à reprendre un peu le cours de ce qui m'est arrivé un peu plus rapidement que d'autres. Et je pense que tous ces gens-là ont une grosse contribution pour ça, tu vois. Oui, parce que je pense, c'est ce qu'on fait là, hein, c'est hyper important que tu racontes aussi tout ça, parce que comme tu le dis, toi, quand justement t'as eu ton accident, la première chose que t'as voulu faire, c'est avoir des réponses. Et là, justement, peut-être que des gens entendront ton histoire et ça leur fera aussi peut-être beaucoup de bien, en fait, de voir que d'autres gens sont passés par là et voir que dans tous les cas... C'est ça, il y a plein de choses positives, en fait, dans les réseaux sociaux. C'est que déjà, j'ai rencontré une communauté de personnes qui ont eu le même accident que moi, exactement le même, plongeon. D'autres personnes qui ont eu d'autres types d'accidents, mais qui sont en fauteuil aussi. Et en fait, j'ai appris de tous ces gens-là, j'ai pris tous les conseils de tous ces gens-là. Et effectivement, quand j'étais en réanimation, au début, tu as vraiment un sentiment d'inutilité sociale, tu vois, où tu te dis, ouais, je sers pas à grand-chose. Le fait de pas bouger. Le fait de pas bouger, en fait, tu te sens inutile à la société. Et en fait, quand tout un tas de personnes t'envoient, aussi bien les valides qui te disent, ouais, merci pour ce que tu fais, je vois la vie différemment, ça m'aide à avancer. Ou t'as des gens qui travaillent dans le domaine médical qui te disent, si je fais ce métier, c'est pour des gens comme toi qui se battent. Tu vois, c'est hyper positif, ça te donne envie de continuer ce que tu fais. Et après, il y a aussi le fait que je suis devenu, entre guillemets, une réponse aussi à d'autres personnes qui se retrouveraient dans ma situation. Au même titre que moi, quand ça m'est arrivé, je me suis dit... tu vois, tout le monde me disait mais tu verras Martin, tu pourras aller skier, tu pourras aller faire ci, tu pourras aller faire ça. Ta vie s'arrête pas, tu vas conduire. Mais le truc, je dis ouais, ok, mais... C'est bien, mais moi je vois personne là sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tu trouves de tout, tu trouves des tutos pour faire n'importe de tout et n'importe quoi. Mais par contre, là en l'occurrence, sur la tétraplégie, sur des gens qui vivent la tétraplégie, des mecs qui vivent comme moi maintenant, j'avais pas vraiment de visuel et je trouvais ça un peu dommage. Et en fait, progressivement, je me suis dit que moi aussi j'allais donner de la visibilité déjà pour la cause, déjà pour sensibiliser au handicap, et puis aussi donner un espoir et puis on va dire et du coup les gens qui se retrouvent dans ma situation, forcément ils peuvent s'identifier à moi et ils peuvent voir un petit peu ce qu'il en sera, tu vois. Et je trouve ça trop cool de pouvoir donner de la visibilité à des choses à des gens qui sont dans ma situation, au même titre comme je te disais tout à l'heure, où moi j'avais envie d'avoir des visuels sur ce qui se faisait, etc. quoi. Et en tout cas, donc il y a un an, Ouais. t'étais encore donc en centre. Il y a un an, on est combien là? On est... On est en... Non, en vrai, je sais même plus. 22 mars. Ouais. On est fin mars. Fin mars, ouais. Cet épisode ne sera pas sorti en mars, mais en tout cas, on est fin mars, il me semble, il y a un an, donc quand on a préparé donc, cet entretien, tu m'avais dit en tout cas qu'à ce moment-là, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est justement toutes les choses qui faisaient, comme tu dis, tu parles de ta communauté, qui t'aide à justement aller de l'avant et à surtout aussi prendre confiance en toi, dans ce nouveau corps que du coup, moi aussi, j'aimerais bien te demander comment t'apprends à vivre avec un nouveau corps que forcément c'est un gros virage à 360 degrés. Ouais. T'avais atteint, on va dire, un certain corps idéal que maintenant tu n'as plus, ou du moins que tu peux pas retravailler comme tu en avais envie. Comment tu t'essayes en fait de, je sais pas si ça se dit, mais de pallier à ça, en tout cas de faire en sorte... Disons que déjà je pense que je me suis mis de vie en tête que j'avais pas le choix et que fallait faire avec. Donc effectivement ça c'est encore une des choses que j'ai du mal à accepter, sur le plan physique je parle, où effectivement j'avais atteint un certain idéal, et que voilà, physiquement je me trouvais bien, que ça allait très très bien pour moi à ce niveau-là, et que du coup maintenant effectivement tu vois, il n'y a pas que les abdos dans la vie, mais vu que je suis touché à ce niveau-là, j'ai plus d'abdos, tu vois, j'ai mon petit bidou maintenant. Et que, pareil, je prends plus de poids que quelqu'un de lambda parce que je me bouge moins. Donc c'est un peu plus difficile, et ça c'est une des choses où je pense que j'ai encore du travail à faire, et ça va prendre du temps. Après,
bah t'as pas le choix, donc tu t'arrêtes pas à un corps qui bouge pas, tu vois, la vie elle continue, il faut que t'ailles de l'avant et après bah c'est pareil, t'as un temps. C'est comme le deuil, enfin j'ai l'impression que comme tu parles d'acceptation, il y a un côté très... Bah, que c'est ce soit dans ton parcours de vie. Ouais, faut que tu fasses le deuil de ton ancienne vie. Et après, t'as un mot que j'aime beaucoup, qui est aussi utilisé beaucoup par mon pote Axel Alétruc, à qui on fait un gros bisou. Un nouveau. Un paraplégique qui remarche. Et Axel, il utilise aussi beaucoup ce mot-là, c'est dans ses conférences, parce qu'il est conférencier. Et il utilise le mot résilience. Et c'est vrai que la résilience, moi c'est ce que je dis, c'est que elle s'impose un peu d'elle-même. Et faut juste le temps pas qu'elle se matérialise, mais je sais pas comment trop expliquer, tu vois. Mais faut du temps, en fait. Tu peux pas accepter du jour au lendemain. Et je pourrais pas te dire que du jour au lendemain, j'ai dit bon bah voilà, aujourd'hui c'est bon, je vais me bouger les fesses et je vais accepter. Il y a des jours ça me fait chier et il y a des jours où je me dis putain, je suis encore là, je peux encore véhiculer tout ce que j'ai envie de véhiculer. Et ce qui est bien en plus, c'est que après chacun en fait ce qu'il veut de son accident évidemment. Mais moi j'ai envie de faire avancer la cause parce que je m'incarne. Et puis je me dis que j'ai une certaine forme de responsabilité vis-à-vis de toutes les personnes qui me suivent. Parce que déjà... Et t'as quand même une certaine communauté en plus. Ouais, et puis on m'accorde de la visibilité, on m'accorde du crédit, et je me dis, voilà, c'est mon rôle aussi de sensibiliser, de pas jouer sur le côté misérable du truc, et de montrer aux gens que la vie elle continue, et puis voilà, de montrer que on n'est pas des monstres ou des gens qui restent chez eux à regarder la télé H24, tu vois. Parce que le regard des gens était, je suppose, différent, mais t'as marqué ou pas? Ils me marquent sans trop me marquer. Bon, les gens, forcément, ils sont plus curieux. Bon, après, t'as des gens qui sont un peu plus insistants que d'autres. Après, t'as les enfants aussi, c'est mignon. Tu dis, il y a quoi le monsieur, il est en fauteuil? Donc, souvent, je raconte une connerie quand ils me disent ça. Enfin, c'est mignon, tu vois. Après, moi, je pense on renvoie aux gens qui on est dans la façon d'interagir avec eux. Donc, moi, tu vois, je suis en fauteuil, ça me change pas de qui je suis et de ce que j'étais avant. Et je suis toujours aussi souriant, avec toujours, tu vois, quand les gens me regardent, je leur fais un sourire. Donc à partir du moment où voilà, tu leur renvoies un sourire ou quelque chose, les gens ils sont pas... Mais t'as pas à t'excuser ou te justifier. Non, les gens ils sont pas là, tu vois, je sais pas, je trouve que moi j'ai jamais eu de problème avec les gens plus que ça, tu vois. Franchement, dans la vie de tous les jours, aller côtoyer dans le tram... En tout cas, parce que même si tu dis que ça prend du temps, c'est quand même aller, entre guillemets, assez vite pour toi, on va dire, ce cheminement, puisque c'était il y a à peine 2 ans, 1 an et demi en tout cas, cet accident. Et justement, tu étais quand même, on va dire, sur la fin de tes études à ce moment-là. Tu voulais faire du management du sport, tu l'as dit. Comment en fait, t'es en centre de rééducation, c'est quoi les nouveaux objectifs pour quelqu'un qui justement se dit faut accepter le fait que potentiellement je vais pas retrouver l'usage de mes jambes, même en tout cas au niveau de mes bras c'est pas non plus la folie. C'est quoi en fait le déclic et justement quels sont les objectifs que t'as réussi aussi à atteindre pour continuer? Tout vient par étapes, donc je te parlais de résilience tout à l'heure. Donc t'as ça, et t'as aussi donc le fait de pas forcément accepter dans son intégralité, mais d'avancer. Et après, c'est étape par étape, c'est-à-dire que je me suis aussi rendu compte de la force des réseaux sociaux, je me suis dit faut que j'en fasse quelque chose. Donc déjà, je me suis fait un peu une idée de ce que j'aurais pu faire de tout ça à ce moment-là, au centre. Donc première étape. Deuxième étape, ça m'a permis d'avoir un fauteuil, parce que je suis devenu ambassadeur pour une marque qui s'appelle Permobile. Tout ça, ça te fait rencontrer des gens, ça te sort un peu. Moi, tu vois, je suis sorti entre guillemets vite du centre, dans ma tête en tout cas, dans le sens où j'avais qu'une hâte, c'était de me barrer de là-bas, tu vois. Et en fait, toutes les opportunités que je pouvais prendre, je les prenais. Et pareil, j'ai eu un aide-soignant avec qui je m'entendais super bien là-bas. Donc pareil, on lui fait une grosse dédicace à Nico Dubzer. Il y en a trop là. On va faire que dédicaces aujourd'hui. Non mais voilà, parce que pareil, tout ce qui me permet aussi d'en être là aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont permis... Mais il n'y a pas que toi en fait. Il n'y a pas que moi, il y a plein de gens qui m'ont aidé à avancer. Et ça, même si je le dis pas tous les jours, je leur suis hyper redevable. Et
et ça me permet d'avancer. Et après, donc, par rapport aux études, de janvier à mars, voilà, j'avais mes petits problèmes. Donc après, je me suis fait opérer, ça allait mieux. Je me suis... Donc ça, c'était courant. Oui, parce que je pense Après, que c'est pas anodin de le dire, qu'au final, certes, tu peux pas bouger, mais ça implique plein d'autres aussi problèmes à côté, quoi. Il y a plein de troubles associés, et j'espère que d'ici là, j'aurai sorti une vidéo pour l'expliquer. Parce qu'effectivement... Qu'on partagera. Voilà, ça peut... Parce qu'effectivement, la tétraplégie, enfin la paralysie, quelle qu'elle soit, que ce soit paraplégie ou tétraplégie, ça se résume pas qu'à le fait de pas bouger. T'as plein de choses en conséquence d'une lésion sur la moelle épinière. Et donc, après, je te parlais d'étapes. Donc les étapes, là, c'était un peu de sortir de ce cadre du centre de rééducation. Et puis à un moment donné, moi j'étais en IAE à Nice. Je sais plus, ça devait être avril, mai, et je regardais ce qui se faisait sur Bordeaux. J'ai vu qu'il y avait un master marketing. Je me dis, écoute, j'aurais voulu travailler dans le marketing sportif. Là, tu n'auras en plus pas la carte du, entre guillemets, que le sport. Donc je me suis dit, écoute, tu tentes. Tu verras bien, tu sais pas où ça te mène. De toute manière, en gros, je suis tombé tellement bas que je me dis, ça peut pas être pire. Donc j'ai tenté, j'ai été pris. Ça m'a permis d'avoir une résidence universitaire, vu que j'étais dans le cadre des études. Donc ça m'a permis. Le but était de sortir, en fait. Ouais, de sortir et reprendre ma vie. Et puis d'un côté, c'est bien parce que le fait de se retrouver tout seul chez soi, alors c'est sûr, j'ai des auxiliaires qui viennent m'aider à faire manger, etc. Mais le fait de sortir du cadre du centre de rééducation, t'apprends aussi en autonomie, t'apprends à prendre confiance. Maintenant, je prends le tram tout seul, je me balade tout seul, alors qu'avant, je m'imaginais à aucune seconde, tu vois, de me dire, putain, faut que je sorte avec quelqu'un, tu vois. Le moindre truc était une montagne, peut-être. Ouais, ça me faisait peur, j'avais de l'appréhension, même si je prétendais le contraire. Et tu réapprends, et en fait, j'avais envie vite de sortir pour justement réapprendre le plus rapidement possible. Et c'est là où, tu vois, genre au centre de rééducation, on m'aidait à me déshabiller, à me mettre au lit, etc. Maintenant, je me couche tout seul, je fais quasiment plein de choses tout seul, tu vois. T'as d'ailleurs mis une vidéo où tu montres en fait les derrière aussi quand même de tout ça, puisque tout prend beaucoup plus de temps. Tu mets combien de temps à te coucher? Ah, la vidéo, j'ai mis où je me couche. Oh, ça dépend de comment je suis habillé déjà. Mais si j'ai une chemise, ça peut être très très long, voire même très problématique, voire dormir en chemise. Ouais, tu mets... moi, je vais plus vite maintenant, je dois mettre peut-être 5 minutes. Mais c'est vrai qu'au début, c'était plus un quart d'heure, 10 minutes que 5, quoi. Mais après, c'est pareil, je te dis, ça dépend comment je suis habillé, ça dépend de ma spasticité. Donc pareil, ce qui fait partie des troubles associés. Comme tu as pu voir tout à l'heure, ma jambe qui se contracte toute seule. Que les gens ne voient pas. Que les gens ne voient pas, et ça se contracte très violemment. Et donc ça m'aide d'un certain côté, parce que pareil, pour mes transferts, j'ai un appui au sol, entre guillemets. Enfin, c'est ça aussi qui est assez rigolo, c'est que toutes les formes de tétraplégie et de paraplégie, tout le monde est différent, chacun réagit différemment, chacun a des choses, tu vois, comme moi, où ma spasticité, je te dis, elle m'aide beaucoup à me transférer. Des fois, je suis sûr, je me transfère mieux qu'un paraplégique haut, tu vois. Alors pourtant, j'ai quasiment pas de triceps. Quand je lève les bras en l'air, ça me contracte au niveau des abdos, et vu que ça te contracte au niveau des abdos, en fait, dès que j'ai une contraction quelque part, ça va se contracter dans toute la chaîne musculaire. Donc par exemple, si je lève les bras, ça contracte les abdos, donc ça va contracter mes jambes, et ça me contracte les psoas. Donc les psoas, c'est ce qui permet d'actionner la marche, et en gros, des fois, ça me permet de ramener mes jambes vite fait à ma poitrine, alors que je contrôle pas, et du coup, ça me permet de me déshabiller plus rapidement, parce qu'elles arrivent, je les chope, et après je change, je me démerde pour me déshabiller comme ça, tu vois. Tu trouves tes techniques après. Ouais, après chacun a sa technique et chacun réagit de la meilleure façon qu'il peut, et chacun apprend aussi différemment à faire les choses, tu vois. Parce qu'en plus maintenant, donc tu l'as dit, t'es sorti du centre donc l'été dernier, et tu es 27 juillet, ouais. 2018. Et certaines délivrances, je suppose. Ouais, trop bien. Et t'as réussi donc à être dans une résidence universitaire, donc adaptée, je suppose. Pas du tout. Pas du tout. Non, elle n'est pas adaptée. En fait, si tu veux, j'avais le choix entre un T1, donc adapté, où effectivement la douche est de plein pied, etc. Donc, pour faire mon transfert sur la chaise percée, pour me doucher, c'est bien parce que j'ai de l'espace, etc. Sauf que c'était un T1, donc autant dire que le truc faisait 16 ou 18 mètres carrés, que la seule entrée
c'était l'entrée, et que t'avais pas de fenêtre, t'avais... Ah oui, Enfin, c'était vraiment, c'est des trucs, faut pas être claustro, quoi. lugubre. Pas lugubre, parce que bon, c'est toujours mieux que rien, mais quand tu sors d'un an où t'es dans une chambre, dans un centre de rééduc, t'aspires un peu mieux, tu vois. Surtout après avoir vécu voilà, au soleil, où t'étais tout le temps dehors. J'avais un appart qui était plutôt cool là sur la côte, j'avais une vue sur la mer, machin. Bref, et du coup là je me retrouve dans un truc, voilà, logement étudiant, c'est que des trucs en béton, en pleine ville. Voilà, et du coup je me dis merde, enfin tu vois le terrain, ça va pas être possible. Et du coup j'avais demandé à visiter un T3, donc qui était pas adapté. Donc ils ont fait adapter la serrure parce qu'ils m'ont mis un truc à digicode. Donc au moins je peux ouvrir ma porte, parce que le problème c'est que mettre les clés et tourner, vu que mes mains fonctionnent pas, tu vois, genre c'est un peu compliqué. Donc j'ai eu un truc avec le digicode et ça me permet voilà, d'avoir mon autonomie, de pouvoir ouvrir ma porte, ceci, cela. Et du coup donc j'ai visité ce T3 là. Donc la douche n'est pas adaptée, mais vu que je te dis, comme tout à l'heure, mes espaces me permettent de faire des transferts assez facilement. C'est pas du tout adapté, mais c'est pas dérangeant. Après, Tu te débrouilles. voilà, je me débrouille, je fais avec les moyens du bord, et puis surtout que voilà, ça m'a permis d'avoir un tout petit T3 où j'ai mon salon, j'ai un coin bureau et puis un coin chambre, et c'est cool, tu vois. Ouais, carrément. Mais tu t'as parlé d'ailleurs des auxiliaires qui viennent t'aider, et je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez important, puisque même pour toi, comment tu arrives à gérer en fait cette dépendance avec surtout que c'est pas toujours la même personne. Enfin, je sais pas en fait. C'est exactement ça, c'est très relou. Comment tu gères en fait le fait de justement Ah là encore t'as pas de chance. mais de driver aussi avec tout ça, enfin Bah c'est chaud parce que, enfin c'est chiant, parce que en gros, effectivement ça change pas tout le temps, les gens ils font pas forcément comme toi t'aurais fait, des fois t'as envie de faire d'une certaine manière, mais il faut que tu leur expliques. Donc pareil, tu vois, genre là je suis en stage, quand tu rentres, t'es claqué, faut que tu leur expliques, faut que tu drives quelqu'un pendant 1 heure pour lui dire faut faire ci, faut faire ça, nanani, nanana. Enfin voilà quoi, j'ai des journées, je suis content de dormir quoi à la fin. Donc c'est des journées assez chargées. Mais oui, parce que c'est ça aussi, enfin tu viendras dessus après, mais justement comment tu arrives à gérer tout ça, parce que faut le voir sur les réseaux, t'es quand même hyper actif, t'as quand même tu fais 1000 choses à la fois quoi. Ouais. Parce qu'on parlera aussi de même tous tes projets actuels. Ouais, on pourra en parler, ouais. Mais... On va faire un peu de pub. Vas-y, continue. Mais non, après ouais, ça... C'est plus ça, enfin je pense. En fait j'ai envie que de faire plein de choses parce que j'ai envie d'avancer, j'ai plein d'idées, Et tu vois, j'en ai parlé avec un kiné qui est suivi sur les réseaux, pareil, avec qui je m'entends très bien. On peut lui faire une dédicace, mais il saura qui c'est. Allez, Allez, on n'est plus à une près. on n'est plus à une près. Dédicace à Major Movement, Greg. Et tu vois, je l'ai eu au téléphone et c'est vrai qu'il m'a dit un truc qui est pas faux, c'est que je suis vif, j'ai la vivacité d'esprit d'avant, mais j'ai pas le corps qui l'est comme avant, tu vois. Donc moi, j'ai envie de faire plein de choses. Et là, je te cache pas que, tu vois, pour en avoir parlé avec tu vois, ma copine Manon il y a 2 semaines, je commence à fatiguer dans le sens où tout ça c'est beaucoup de temps, c'est bien parce que ça me porte, ça me permet d'aller de l'avant, de rencontrer des gens, de faire plein de choses et de me sortir de ce quotidien en fauteuil, etc. Et le truc c'est qu'effectivement c'est ultra éprouvant, c'est fatigant et que des fois t'en as un peu marre, quoi. Des fois t'as envie un peu de relâcher les... De prendre l'air aussi. Ouais, de prendre l'air. C'est beaucoup d'énergie. Ouais, c'est beaucoup d'énergie et je fatigue beaucoup, mais après d'un côté, c'est là où c'est paradoxal, c'est que si je le fais pas, je m'ennuie. Et... Moi, il y a un truc qui m'avait marqué quand c'était au téléphone, et tu l'as pas dit, donc c'est pour ça, là je le dis, mais tu m'avais dit justement, j'ai besoin en fait de faire tout ça parce que, j'ai besoin d'avoir 1000 trucs dans la tête, parce que pendant 1 an, j'ai eu l'impression que mon cerveau fonctionnait pas. Ouais, et que là, enfin, il peut fonctionner à fond et... c'est sûr que ton cerveau, pendant 1 an, tu le mets un peu de côté, quoi. Dans le sens où t'es perdu déjà, t'es dans un centre de rééducation, il se passe rien. T'es dans un rythme très... Je suis dans un rythme... Je pourrais pas t'expliquer, ouais, c'est un rythme vraiment particulier où t'as pas de but, en fait, dans cette journée, dans la journée que t'as, c'est aller chez le kiné, aller voir l'ergo, aller discuter, aller fumer une cigarette parce que
on va dire que le seul lien social que tu as à ce moment-là, c'est d'aller fumer des clopes avec les autres mecs en fauteuil et on est là en train de tous se dire bah qu'est-ce qu'on fout là, tu vois. Et, et du coup, ouais, bah voilà, à part fumer des clopes, aller à la kiné, voilà, nos journées sont pas très. Oui, c'est très monotone. C'est quoi. monotone, c'est pas galvanisant, c'est. Ouais, t'as pas de but, il se passe rien, quoi. Et puis bah c'est vrai que bah t'es encore dans une phase où tu peux pas te projeter parce que tu sais pas ce qu'il en est, tu sais pas où tu vas, t'es complètement paumé. Mais ça revient à dire, je sais plus d'ailleurs ce dont on parlait. Ouais, tout ça. Mais même, je trouve ça. Et si, oui, je te disais qu'en gros, bah, effectivement, bah, pendant un an, il se passe pas grand chose dans ta tête, tu te sollicites plus ton cerveau, tu te fais chier, et que là, bah, c'est bon, je suis sorti de mon truc, j'ai envie de faire plein de trucs, et puis voilà, j'ai plein de projets qui arrivent, j'ai envie de m'investir dans plein de causes, et puis ouais, et puis j'ai pas envie de perdre du temps en fait, c'est surtout ça, c'est que C'est une nécessité de vivre. j'ai ouais, une nécessité de vivre, et puis j'ai une nécessité voilà, faut que j'aille plus vite que les autres, malheureusement, bah, j'ai eu mon accident où j'ai pas de tiers, j'ai pas d'assurance vie, j'ai que dalle, et que bah va falloir que je cravache certainement plus que d'autres. Parce que je pense qu'on en parle pas, ça aussi, c'est un certain coût. Ah ouais, bah on va en parler, hein. Mais tu vois, genre tous les gens qui sont en fauteuil, ceux qui ont des assurances, des rentes, etc. Mais je les blâme pas du tout, parce que au contraire, tant mieux, parce qu'effectivement, le coût du handicap, enfin le handicap coûte très cher, que ça soit pour n'importe quoi, et que moi j'ai pas envie de me dire, bah tu vois, tu vas dépendre de l'AH où t'as 800 balles par mois, il va falloir que je touche de l'argent, je sais pas comment, et c'est pour ça que j'essaie de mettre tout un tas de projets en place, pour en fait me dégager de cette contrainte financière, pour me dire voilà, bah certes le handicap coûtera plus cher, mais t'as pas à te soucier de la thune, tu vois. Donc je sais pas encore comment ça va. Parce que t'es Bah, quand même encore en stage, enfin tu finis tes études, donc c'est normal aussi. Voilà, après j'essaie de me projeter, et en fait je me persuade du fait que il va falloir que je fasse des trucs qui me rapportent un peu d'argent vite, parce que j'ai pas envie de vivre quand. Enfin tu sais, j'ai pas envie d'attendre que. J'ai pas envie d'économiser pour me faire plaisir, tu vois. Même des trucs insignifiants, tu vois. Enfin tu vois, tu fais une activité maintenant en fauteuil, c'est toujours plus d'organisation, c'est toujours un coût qui est supplémentaire. Et j'ai envie de me dédouaner de tout ça et de faire en sorte bah, voilà, de réussir plus rapidement. J'ai pas envie de. Pareil, je sais pas encore, mais je me vois mal travailler dans une entreprise où je vais toucher peut-être 1400, 1500 euros et puis ça sera un métro boulot dodo, tu vois. Bah déjà pour quelqu'un de lambda, c'est pas non plus évident. C'est pas évident, et pour puis. quelqu'un qui a des coûts Alors aussi, je le ferai certainement, hein, parce que là je dis ça parce que je suis un grand rêveur et je dis ça maintenant, mais je pense qu'avant ça il va falloir que je trouve des buts et que ouais, je me retrouve un peu avec moi-même à faire des choses que moi j'ai envie de faire, qui me font vibrer avant de faire ça, tu vois. Et qu'est-ce qui te fait vibrer ? Faut que je profite, faut que. Voilà, pareil, je dis ça maintenant, est-ce que ça sera le cas ? J'espère. Par exemple, je sais pas, faire des voyages. Là, pareil, on verra ce qu'il en sera. Et si jamais ça aboutit, bah ça fera une interview exclusive, parce que tu vois, genre là, le 4 mai, t'as un truc qui s'appelle la relève. Donc c'est par le comité paralympique de France. Enfin, je sais plus le nom du comité d'ailleurs exactement. Comité handisport. Et en gros, la relève, c'est un programme qui a été mis en place, je sais pas par qui d'ailleurs. Tu me diras. Et en gros, peu importe. Et en fait, ce truc-là, il te permet de. J'ai des détections le 4 mai à Bordeaux. Donc t'as 5 villes, je crois, dont Bordeaux. Et en gros, tu vas aller passer des tests physiques, etc. Et je sais même pas d'ailleurs ce qu'il en sera là tout de suite. Je sais même pas ce qu'il en est même là tout de suite dans ma tête, tu vois, je sais même pas comment ça va se passer. Et en gros, ces détections, c'est en vue de te préparer potentiellement pour les JO 2024, tu vois. Donc tu vois, là je me suis inscrit c'était il y a 2 jours. Parce que bah pareil, les rencontres sur les réseaux ont fait que j'ai rencontré une entreprise, enfin une start-up qui s'appelle Toolib,
qui va mettre en place, je pense que tu l'as vu, qui va mettre en place une plateforme en fait dédiée au handicap pour un peu nous faciliter le quotidien, notamment sur tout ce qui est logement, location de véhicules, etc. En fait, ça va être de la mise en relation entre des particuliers, un peu de la même manière que Airbnb, mais pour des gens qui sont en situation de handicap. Et donc le week-end dernier, on a tourné une vidéo pour leur start-up. Et il faut savoir que ces garçons-là, les fondateurs, ont rencontré Marie-Amélie Le Fur, qui est une médaillée olympique, qui est une nana qui est amputée et qui fait de l'athlé. Et du coup, ils lui ont parlé de moi et eux, ils m'en ont reparlé derrière. Et tu vois, genre, s'il n'y avait pas eu ces relations-là, je me serais peut-être pas inscrit. Parce que j'en avais entendu parler de ce truc-là, mais je m'étais pas vraiment mis en tête que j'allais faire ça. Et en fait, le fait qu'ils en aient parlé elle et que d'un certain côté, elle, tu vois, elle a pris le temps de regarder mon profil et puis de discuter avec eux et que eux ont discuté de moi par rapport à ça, parce qu'ils ont entendu que ça aurait été un projet que j'aurais voulu mettre en place par exemple. Ils m'en ont parlé et puis d'un côté je me dis bon vas-y tente, tu vois. Alors que ça se trouve je me serais peut-être limité à me dire vas-y je m'inscris pas parce que j'ai autre chose à faire ou je sais pas, tu vois. Donc écoute. Faut que tu tentes, ouais, chaque fois, comme tu dis, tu te mets des objectifs aussi c'est ça. nouveaux. Je vais là où le vent me porte. Donc là je me suis inscrit, puis on verra bien où ça mène. Je passe les tests, on verra où ça mène. Donc si ça aboutit, ça serait ouf, tu vois. Enfin tu vois là clairement, tu vois, je te parlais de voyage, ça c'est clair que c'est top. Ça te donne vraiment envie ça. Disons que ça donne vraiment un but qui est ouf, tu vois. C'est pas de dire je travaille pour une entreprise à qui je vais rapporter de l'argent. Là je travaille, tu vois, tu te fixes un but de ouf, les jeux, c'est le truc de tout sportif. Alors peut-être que c'est plus facile entre guillemets, enfin je sais pas, hein, tu me diras, hein, parce que maintenant je pense que tu as beaucoup plus de concurrence, mais j'ai peut-être l'opportunité de faire quelque chose de grand. J'ai envie de me prouver à moi-même du plus haut niveau dans lequel je peux aller. Parce que là c'est pareil, tu vois, je dis ça, mais ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait de sport, donc... Après c'est comme tout, Mais n'importe quel corps se réadapte aussi. Je pense oui, et puis les sports sont adaptés au handicap. Et après, on va dire que j'ai encore le mental de sportif d'avant et... Qui t'aide aussi beaucoup, je pense. Déjà au quotidien, c'est sûr, et puis dans ça, j'ai envie de me prouver à moi-même. À chaque fois que je faisais du sport, avant, c'était pas pour être dernier, tu vois, je voulais être dans les meilleurs. T'es une âme de compétiteur. Ouais. Moi, j'étais pas toujours le meilleur, hein, je courais beaucoup, j'étais loin d'être le meilleur. Mais c'est parce qu'on est compétiteur qu'on est le meilleur. Ah non, c'est sûr. Mais tu vois, ce que je veux, c'est me fixer un but et je me dis, putain, si ça peut aboutir, ça serait énorme. Et puis je serais d'autant plus crédible, dans le sens où les gens ils se disent, putain, le mec, il en est là, il fait une interview dans un petit appart à Bordeaux avec toi, et puis genre 4 ans ou 5 ans plus tard, tu le revois à la télévision, tu le revois au jeu. 2024, ouais. Enfin, tu vois, je trouve que l'image est belle et que du coup... je te le souhaite en tout cas. C'est gentil, merci, on verra. Et tu vois, je pense que ça serait encore plus fort comme message. Enfin, tu vois, pour on va dire, faire parler du handicap et un peu défendre nos causes et défendre nos valeurs, le fait de faire tout ça, ça te donne d'autant plus de crédibilité, tu vois. Je dis pas que les autres en ont pas, mais disons que forcément les gens ils vont se dire waouh, tu vois, genre ils vont être un peu plus ils vont un peu plus t'écouter si c'est le cas. Et ce qui sera certainement pas le cas parce que on verra où ça me mène. Mais oui, non mais ça après, j'ai pas la prétention si c'est pas ça, ce sera sûrement autre chose. Ouais, ça sera dans autre chose. Ouais. Et d'ailleurs là, puisque là ce projet là est encore peut-être un peu flou, mais les projets actuels, là, tout ce qui fait ton quotidien aussi, puisque au-delà de ça, donc t'es quand même en stage, mais t'as des projets perso aussi à côté. Ouais, j'ai pas mal de trucs, ouais. Donc effectivement, on en parlait tout à l'heure, c'est là où je suis très fatigué, c'est que déjà les réseaux, ça te prend un peu de temps, un peu de réflexion à faire les choses. C'est d'ailleurs pour ça que... Comment t'arrives à gérer ça d'ailleurs ? Tout seul, hein. Ouais. Ouais, tout seul. Après, j'essaye de... T'arrives à te dire à peu près combien de temps ça te prend par jour ? Non, ça me prend du temps. Après, je prends des idées, mais je t'avoue que là, avec le stage et tout, je poste un peu mécaniquement, je suis moins comme avant au centre où je disais vraiment ce que j'avais à dire. Même si j'adore écrire parce que c'est un bon exutoire et puis... tu fais quand même... Si, tu continues à bien écrire quand même. Hein. Ouais, mais on va dire que c'est assez redondant ce que je mets, tu vois, faudrait que je retravaille un peu le truc, mais non, après, j'essaie de m'entourer aussi de gens qui peuvent un peu professionnaliser mon contenu, au sens où moi, tu vois, j'essaie d'avoir une ligne édito
un peu la même, pas forcément sur le plan visuel, mais en tout cas sur le plan écrit, tu vois, je reprends un peu toujours les mêmes codes. Et après, là j'ai rencontré pareil une photographe à qui on s'est dit, vas-y, on se prend du temps, une demi-heure par semaine ou toutes les 2 semaines. Ça me permet d'avoir des photos, d'agrémenter mon compte. Donc là, tu vois, j'en ai pas trop mis encore. Mais tu vois, le fait d'avoir des belles images, c'est aussi professionnaliser un peu son contenu, donc c'est cool. Donc il y a ça, et après, il y a le stage, donc il prend déjà beaucoup de temps, et Insta. YouTube, je suis moins dessus, parce que forcément, j'ai un peu du mal à tout faire. J'ai aussi, j'ai mes amis, Une vie sociale aussi. j'ai une vie sociale, j'ai ma copine, qui doit aussi, la pauvre, tu sais, genre, je suis très active, donc des fois, c'est pas que je la délaisse, mais elle voudrait que j'ai un peu plus de... Je lui alloue un peu plus de temps, et que des fois, je suis un peu pris dans mes trucs, et que je m'en rends pas forcément compte. Ça peut même être valable en fait pour n'importe quel... je sais pas si on peut appeler ça influenceur, mais tu vois l'idée en fait. N'importe quelle personne qui en fait a donc ses projets ou entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Mais oui, par rapport à ta copine que tu as en fait rencontrée après l'accident, ce qui est pas anodin quand même aussi, puisque ça t'est arrivé vraiment juste après, c'est pas... 2 jours après, non j'ai eu. Mais au fond, ça fait aussi beaucoup partie de ton retour à la vie, dans un sens, puisqu'on est à un âge où déjà, de toute façon, 25, 26, 27, peu importe l'âge, on se pose aussi des questions sur la vie de couple, ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie. Là, justement, toi, tu étais donc célibataire, on va dire, lors de ta rééducation. Ouais. Mais je pense que c'est quand même très important de voir le couple comme quelque chose de très positif dans sa propre C'est sûr, ça nous permet évolution. De se projeter davantage. Et puis même, tu vois, le fait d'être avec Manon, j'aurais certainement pas fait la moitié des choses que j'ai faites jusqu'à alors, tu vois. Enfin, tu vois, elle habite à Lyon, je suis à Bordeaux. Je peux te dire qu'elle m'a dit, ouais, viens à Lyon. Au début, j'étais là, ouais, ok, je vais venir. Ok. Et j'avais un peu peur, tu vois. Et en fait, je me suis... j'ai mis un pas devant l'autre. C'est assez rigolo de dire ça pour un tétraplégique, mais voilà, en gros, c'est la petite blague. Et en gros, tu vois, je me suis dit, bon allez, je prends l'avion et on verra comment ça se passe. Et puis au final, ça s'est très bien passé. Et au final, tu te rends compte que rien est insurmontable. Et ça me... Enfin, tu vois, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle me repousse un peu elle repousse un peu mes limites, ça me permet aussi d'avancer. Et puis même moi, j'ai envie de... Mais voilà, j'ai pas envie qu'elle subisse le handicap et que du coup, j'essaie de faire un maximum de choses pour qu'on ait... pour qu'on sorte, pour qu'on fasse des trucs tous les deux et entre nous ou avec des amis, tu vois. Donc j'ai pas envie de... Enfin, tu vois, elle est jeune aussi, je veux pas qu'elle reste... on reste à la maison à rien faire, tu vois, comme des vieux. Elle m'apporte beaucoup de choses et des fois, elle paye un peu de mes humeurs. Mais c'est vrai que c'est pas évident aussi pour elle comme pour moi. Moi, je me reconstruis, elle doit se reconstruire aussi autour de ma reconstruction. Elle doit apprendre autour de moi. Enfin, tu vois, genre, tout n'est pas évident. Mais c'est pas insurmontable. Et puis, on essaie de faire en sorte que, que ça avance, même si c'est pas tous les jours facile. Et enfin, ça fait 10 mois, plus de 10 mois. Et du coup, ça va faire bientôt 1 an. Donc, c'est bien. Et ce qui est bien, c'est qu'elle, elle me voit pas du tout comme peut-être d'autres personnes me voient, tu vois. Pour elle, je marche, tu vois. Alors, elle me voit pas du tout comme un handicapé, tu vois. Enfin, vraiment, elle me voit vraiment comme une personne normale et puis c'est cool, tu vois. Puis bon, j'ai l'avantage d'avoir une fille qui est, en plus d'être très gentille, très douce et tout ce qu'on veut, elle est hyper jolie, donc c'est aussi valorisant pour soi-même de se dire, de te dire que tu plais encore et que c'est pareil, au début tu te dis, ouais, je plais plus à personne, je vais servir à rien. Parce que c'est ça en fait, moi, que je pense que j'allais te demander, c'est aussi justement, avant de la rencontrer, tu te disais, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi? Parce que, en tout cas, c'est déjà pas évident, je pense, pour des jeunes qui sont physiques bien, de se poser aussi ce genre de questions autour du couple, autour on sait même pas au final comment se rencontrer parfois, etc. Là, toi aussi, dans ton centre de rééducation, ça devait tourner quand même bien dans ta tête, je suppose. Ouais, c'est ça. En fait, ce que je te dis, tu sais plus si tu plais, c'est un peu plus compliqué, forcément, tu sors plus.
Donc voilà, moi après, effectivement, j'avais la chance d'être suivi et que du coup, dans le lot, il y avait une petite Manon, toute jolie. Elle m'envoyait des messages comme tout le monde, je lui répondais un peu à la va-vite, un peu comme avec tout le monde. Et je sais plus, un jour, elle avait mis une story et genre, moi je la trouvais trop belle dessus et tu sais, j'avais mis des petits emojis avec les cœurs dans les yeux. Et là, depuis ce jour-là, on a commencé à grave se parler. Et tu sais, moi je me dis putain, enfin, la nana, c'est une bombe, tu vois, qu'est-ce qu'elle veut aller se faire chier avec un mec comme moi. Et au final, on parlait beaucoup, etc. Donc, puis ouais, ça s'est fait progressivement. Elle a eu l'occasion de venir à Bordeaux dans le cadre de son travail pour un événement. Et puis tu vois, première rencontre au centre de rééducation. Donc le summum du date, tu vois. De la sexitude. Ah ouais, c'est vraiment l'endroit rêvé pour un rendez-vous, tu vois. Et puis voilà, après ça s'est fait naturellement. Même toi, c'est quand même. Ouais, c'est quand même pas complètement ordinaire de se dire faut draguer dans un centre de rééducation. Non, c'est pas ordinaire, et puis surtout qu'avec tous les loustiques dans le centre de rééducation, dès qu'ils te voient avec une meuf, tout de suite, c'est genre c'est qui Ça charrie. Bon, c'est pas que ça charrie, mais ouais, tu sais, je sais pas, t'es peut-être jaloux, je sais pas. Enfin, tout de suite, ça parle, donc voilà, et puis tu vois, là, ça fait 10 mois que ça dure, et bon, il y a des hauts, des bas, mais dans l'ensemble, ça va, et... Comme n'importe quel couple, hein. Ouais, dans n'importe quel couple. Après, effectivement, le handicap, elle se fatigue plus vite, moi je m'énerve plus vite, des fois elle a des humeurs aussi, j'ai beaucoup les miennes aussi. Puis bon, là c'est un concours de plein de choses, c'est que je fais 1000 choses à la fois et que c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, on va pouvoir rebondir sur le projet. Justement, de ce que tu fais et qui te prend beaucoup de temps et qui peut aussi agacer donc ta copine Manon, mais qui fait partie aussi de tes envies et de ce que tu fais actuellement. Ouais, donc je disais, effectivement, t'as un peu les réseaux sociaux, t'as le stage en ce moment pour finaliser le master. En fait, là, je suis en train de monter un projet donc, avec 2 associés à moi. Alors en fait, donc, je lance un projet qui s'appelle Bootleg. Donc je vous expliquerai le nom pour la suite, pour ceux qui le souhaitent. Mais en gros, donc, Bootleg c'est quoi? Ça va être un peu de la même manière que Spotify, un abonnement, un système d'abonnement, sans condition et sans engagement. Mais sauf que ça concerne pas du tout la musique, ça concerne les boissons. Donc les boissons, ça concerne quoi? Ça va être aussi bien de l'alcool que des softs, que des verres de thé, du chocolat, un café, donc de qualité parce qu'on est très axé sur la qualité. Oui, on aime la qualité. Voilà, exactement. Et du coup, donc là, on va être sur Bordeaux, on a 22 établissements. Donc on va être sur Tours et Toulouse au début, et après on va être sur Lyon, et puis ce qu'on veut, c'est on a vocation à développer ça dans toutes les villes de France. Et donc potentiellement, tu as le droit à une boisson par jour, donc tu peux potentiellement avoir 31 boissons dans le mois si tu as 31 jours dans le mois. Si tu en as 30, tu en as 30. Voilà. Et pareil, on a sélectionné des établissements de qualité, et avec des boissons de qualité, pareil, par établissement, on en a 3-4. Donc je te dis, ça va du mojito à la bière, au bon verre de vin, à un bon chocolat liégeois par exemple, tu vois. Et tout ça en fait transitera via une application que vous pourrez télécharger sur vos smartphones, et qui a été développée pour ça. Et donc voilà, donc on travaille beaucoup dessus. Et toi, tu fais quoi là-dessus? Alors moi, je fais partie des fondateurs avec mon pote David et Geoffrey. Et en fait, moi, je vais être plus sur la partie relationnelle, plus sur réseaux sociaux, Instagram, etc. Tu sais comme ça fonctionne bien. Voilà, vu que je sais un peu comment ça fonctionne, vu que j'ai déjà un peu mon réseau, que je gère, et puis que j'aime bien aussi, parce que ça me permet de rencontrer des gens, c'est cool. Et puis précisons-le, ce n'est pas un projet sur le handicap. Et puis c'est pas un projet sur le handicap, effectivement. Enfin, toi, ça te paraît du coup peut-être bête parce que ça fait longtemps plus que t'es là-dessus, Ouais. mais tu travailles justement sur beaucoup de partenariats et de collabs avec justement pour mettre en avant le handicap. Mais là, c'est important de voir que tu t'épanouis aussi dans d'autres choses qui font du bien, quoi. Non, c'est sûr. Et puis, on a vocation à ce que le truc, que le projet marche vraiment, qu'on aille vraiment loin. Et puis, devenir un Netflix de la boisson, tu vois. Donc, ça pourrait être cool. Et puis, c'est porteur, ça donne envie d'aller de l'avant, ça nous fait rencontrer des gens. Et puis, je suis très heureux d'être avec ces 2 personnes avec qui je travaille. Donc c'est galvanisant, et on verra pour la suite. Ouais, donc ça, c'est le gros Mais projet tu vois, actuel. ce qui est bien, c'est que si c'est mon truc à moi, je peux faire à la fois travailler dessus toute la journée. Enfin, ça, c'est l'idéal, hein.
Mais toi, travailler dessus toute la journée, développer tous ces partenariats, c'est ceci, cela, et puis même travailler sur d'autres choses quand peut-être si ça marche vraiment bien. Et puis peut-être me dégager du temps si je dois aller m'entraîner pour les JO, tu vois. Oui, parce que ça, c'est vrai que maintenant, c'est peut-être quelque chose à prendre en compte. Donc ouais, parce que malheureusement, je pense que on n'a pas les mêmes revenus que des gens qui sont valides, qui vont aux Jeux Olympiques, mais tu peux pas en vivre, je pense pas. Je suis pas assez renseigné sur le sujet, mais donc effectivement, pour vivre le handicap au quotidien, et puis même quand t'es pas handicapé, il faut de la thune, de toute manière. Ça, malheureusement. Dans la vie, voilà, l'indépendance passe aussi par là, donc ouais, si j'ai envie idéalement pour ce qui serait cool, ça serait de pouvoir travailler dessus tout le temps et de pouvoir me dégager du temps pour me préparer du mieux que je peux si, admettons, le projet du sport aboutit, quoi. Et ce serait top. En tout cas, c'est tes envies dans l'idéal du coup de tout ça. Et ça fait un moment qu'on parle. C'est top en tout cas, parce que s'il fallait passer par tout ça, je pense, pour aussi bien tout comprendre. Ouais. Mais maintenant, pour finir, est-ce qu'il y a des choses qui justement, toi, tu nous l'as prouvé quand même, au final on peut vivre un quart de siècle d'une certaine façon et que tout devienne en fait autre en l'espace d'un instant. Donc bien sûr je te souhaite pas que tout rechange d'un seul coup, mais c'est vrai que ça peut être possible et tu prouves que dans tous les cas on peut rebondir. Mais s'il y a des choses sur lesquelles toi t'aimerais améliorer après tout ce que t'as dit, si on va dire pour ce prochain quart de siècle, quelles sont globalement tes envies, tu en as parlé là sur, on va dire plutôt du court terme, mais quelles sont en tout cas les choses que Martin a envie d'améliorer je pense que faut que je me serve un peu de ce qui m'est arrivé pour développer tous les projets dont j'ai parlé évidemment, mais aussi profiter de mon histoire pour peut-être améliorer nos conditions, déjà tu vois, donner de la visibilité aux choses. Déjà je trouve ça vraiment bien de passer par les réseaux sociaux, donner de la visibilité, sensibiliser le plus grand nombre de personnes, et aussi l'avantage est que le fait d'être suivi, c'est des bons relais pour véhiculer aussi ton image, enfin ton image, ton discours, mon discours, mes valeurs, voilà. Et faut que tout ça grossisse, que tout le monde grossisse ensemble, et que effectivement après le but à terme ça serait de rendre le monde un peu meilleur, même si c'est un peu utopiste et c'est un peu un idéal, mais tu vois, de jouer sur tout ce qui est accessibilité, remboursement de telle ou telle chose, et effectivement le but ultime ça serait d'être un média à part entière pour donner du crédit, de la visibilité à des choses qui peuvent se faire médicalement, dont on n'entend pas forcément parler, qui coûtent de l'argent, et que du coup on se dit je donne un gros coup de pub à ça. Je sais pas, j'y suis pas, mais admettons t'as 1 million d'abonnés, tu dis parlez-en autour de vous, donnez 1 euro, machin, tu récoltes de l'argent pour un truc médical qui n'aurait pas pu voir le jour aussi vite que si toi tu avais donné de la visibilité. On sait pas, moi je suis un grand rêveur, même si je ferai tout pour remarcher un jour, et même si toi dans 20 ans j'aurai certainement pas le même discours. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais tout faire en tout cas pour que ça avance, ces choses-là. Et même si c'est pas le cas, j'aurai moins eu le mérite de m'être investi dans cette cause-là et de faire avancer à mon échelle en fait la cause du handicap en général, tu vois. Voilà. Et c'est tout à ton honneur. Ouais. Je pense que tu as dit beaucoup de choses hyper intéressantes et tu t'es beaucoup livré, ce qui est du coup hyper... Je parle beaucoup, ouais. Non, et puis c'est hyper fort tout ce que tu as dit, donc je te remercie vraiment en tout cas d'avoir partagé tout ça. Merci à toi. Il est temps de s'hydrater après des heures de parole. Donc merci beaucoup Martin. Je t'en prie, merci à toi de t'être déplacé jusqu'ici. C'était un plaisir, et puis encore merci. Les quarts de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram Les quarts de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et donc le portrait de Martin a été illustré par l'énergique et dynamique illustratrice Lucie Albrecht.
Ces nouveaux projets autour du rapport au corps et aux autres reflètent parfaitement le parcours de Martin. Donc un grand merci à toi Lucie d'avoir pris le temps pour le faire, ce portrait. Et donc n'hésitez pas à aller voir ses super projets, elle sort très bientôt son premier livre BD. Tout est relayé donc sur le compte Instagram ou sur le site internet Les Quarts de Siècle. Aussi, et si tu aimes donc ces épisodes, et si tu veux faire connaître aussi ce projet, n'hésite pas à en parler, à le partager autour de toi. Tu peux même t'abonner au podcast sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, peu importe où tu l'écoutes. Et même si tu es encore plus motivé de chez motivé, ce qui peut en fait vraiment m'aider à faire vivre ce podcast, c'est laisser donc une note ou un commentaire sur Apple Podcasts par exemple. Je peux juste te dire merci d'avance. Quart de siècle, ça fait que commencer, et à lundi prochain. Et en 2018, c'est le chômage pour près d'un jeune sur 4. Fini les rêves. Ils forment un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats? La crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25 ans? Il faut donc se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. Un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses.